Nous sommes réunis aujourd'hui parce que c'est la première journée des consultations particulières. D'ailleurs, que je regrette, nous aurions voulu avoir des consultations générales parce que c'est un enjeu significatif et majeur pour notre population et pour le Québec de revoir tout ce qui est aide sociale et aide aux plus démunis. Dans le cas du projet de loi 70, il est clair pour le Parti québécois que c'est un projet de loi qui va créer davantage de pauvreté, qui s'attaque aux plus démunis de notre société, aux pauvres, et qui s'attaque malheureusement pas aux préjugés qu'on peut avoir. C'est un gouvernement qui fait en sorte que ces préjugés passent par loi maintenant. Donc, il authentifie des préjugés qu'il pourrait avoir, malheureusement. Faire en sorte d'obliger les gens à déménager, même si le ministre prétend que les gens n'auront pas à déménager. Le ministre Hamad répète à satiété que les gens de Montréal pourraient aller à Québec pour avoir un emploi. Donc, même les conservateurs n'ont pas été aussi loin que ça dans la réforme de l'assurance-emploi à l'époque. Donc, nous réitérons notre demande. Il n'est pas encore trop tard pour avoir des consultations plus larges. Encore hier, j'étais avec les gens du RAPSIM qui œuvrent dans l'itinérance, dans le monde de l'itinérance, et ils ne sont pas invités. Donc, aucun groupe, organisme qui œuvre sur le terrain en itinérance ne seront présents à ces consultations-là, malheureusement. Nous demandons plus de transparence, plus d'ouverture et plus de respect de la part du ministre Hamad et faire en sorte aussi que le plan de lutte à la pauvreté que le ministre est en train de concocter derrière des portes closes de son bureau soit plus ouvert pour faire en sorte qu'il soit dans le respect des gens qui y vivent, mais aussi des intervenants, des organismes communautaires qui sont sur le terrain. Donc, le Parti québécois part avec beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questions pour le projet de loi 70 et nous espérons avoir des réponses de la part du ministre, du moins d'avoir des éléments pour nous amener à des réponses et des amendements possibles au projet de loi. Bonjour. Écoutez, ça va faire bientôt 30 ans que je me bats à peu près à tous les 5 ans avec plein d'organismes sur le terrain contre des réformes de l'aide sociale. Chaque fois, ces réformes ont des prétentions, aider les gens à sortir de la pauvreté. Chaque fois, ces réformes sont un échec. Chaque fois, ces réformes aboutissent tout simplement à des coupes à l'aide sociale. Alors, ayant l'impression de jouer dans un vieux film, je veux dire clairement, aux personnes qui vivent de l'aide sociale, malheureusement, et qui sont vraiment pauvres. Je veux dire aussi à la population du Québec que j'ai l'intention de me battre avec Québec solidaire et avec tous les organismes sur le terrain. Je vais me battre bec et ongle pour que cette réforme ne voie pas le jour, particulièrement dans son aspect le plus coercitif et le plus détestable. C'est le fait d'aller jusqu'à couper un chèque d'aide sociale de moitié si un nouveau demandeur de moins de 30 ans refuse de faire un parcours. Et pourquoi je vais me battre pour que cet aspect-là de la réforme n'entre jamais en vigueur? Premièrement, parce que c'est indécent. On ne coupe pas de moitié un chèque qui permet à peine de survivre. Deuxièmement, parce que c'est inefficace. Les personnes qui, pour toutes sortes de raisons, et ça tient essentiellement à des difficultés personnelles graves, ne peuvent pas et ne veulent pas s'engager dans un parcours, bien, ces personnes-là, c'est pas parce qu'on coupe leur chèque de moitié qu'elles vont s'engager dans un parcours. C'est donc une mesure inefficace. Troisièmement, parce que vous allez le voir, les organismes terrains, et j'en connais beaucoup, vont venir nous dire pour la plupart que ça va endommager leur travail. Ça va le rendre encore plus difficile puisque déjà, ils manquent de ressources pour s'occuper de l'ensemble des personnes qui viennent chez eux sur une base volontaire, avoir des programmes d'insertion au travail. Pour toutes ces raisons, et parce qu'on est devant une atteinte sérieuse à la dignité des personnes, nous allons clairement nous prononcer contre cet aspect central du projet de loi 70 et j'invite la population du Québec à être aux côtés des personnes les plus pauvres de la société. Merci. Merci, M. Turcotte. Merci, Mme David. C'est vraiment apprécié. On commence à voir que le projet de loi 70 ne fait pas l'affaire de bien du monde. On le répète depuis déjà quelques mois. Ce que souhaite davantage le ministre Hamad, c'est faire des économies de 50 millions sur le dos des plus pauvres.
Ils souhaitent que les gens se réintègrent davantage à l'emploi, mais le risque de ça, le risque de faire un retour rapide à l'emploi, c'est que les gens qui sont déjà fragilisés par différentes situations de vie se retrouvent dans une encore plus grande précarité, avec un chèque de moins de 623 $ par mois. Et pour nous, c'est complètement inacceptable qu'on permette ça en 2016. C'est exactement pour ça qu'on est là aujourd'hui, en commission parlementaire, mais plus tard aussi dans la rue, parce qu'on veut éviter des drames, on veut éviter encore plus de détresse, on veut éviter encore plus des situations qu'on voit quotidiennement dans nos organismes, des personnes qui se retrouvent avec un chèque en deçà des besoins de base pour survivre. On se rappelle que l'aide sociale, actuellement, c'est moins de 50 % de ce qu'une personne a besoin pour vivre. Puis là, je vais juste dire quelque chose. Il ne faut pas se tromper sur nos intentions. On est pour un rehaussement du chèque d'aide sociale. On est pour un accompagnement volontaire et adapté des personnes. Mais pour nous, c'est la pénalité. Qu'une personne se retrouve avec moins de 623 $, c'est complètement inacceptable. Donc, si on veut vraiment aider les personnes à l'aide sociale, la Coalition Objectif Dignité a des solutions. Ce qu'on demande au ministre Hamad, c'est de retirer son projet de loi 70 et d'aller refaire ses devoirs pour aider les gens. Renoncer à mettre des mesures punitives et des mesures obligatoires assorties de pénalités financières pour les nouveaux demandeurs et tout demandeur d'aide sociale. Qui retire aussi les dernières pénalités qu'il a mises au cours des dernières années et qui rehausse les enveloppes qu'il avait mises pour les programmes d'employabilité. Et enfin, on se demande aussi une rehausse du montant d'aide sociale pour que les gens puissent sortir la tête de l'eau un peu. Le message est clair. Si on veut aider les gens à l'aide sociale, il faut les aider, il ne faut pas les couper et les menacer. Comme on en a parlé, merci. Comme on en a parlé plus tôt, en 2002, le gouvernement a enfin adopté sa loi pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Et on a vu qu'il y a eu certaines avancées au début, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Et non seulement aujourd'hui, on voit qu'on est confronté à des reculs par rapport à des acquis qu'on a eus dans le passé. Alors qu'on est à peine au début des consultations sur le 3e plan de lutte à la pauvreté, le ministre Hamad, lui, décide de passer à côté de ces consultations-là, qu'il dirige également, et d'adopter une nouvelle loi sur l'aide sociale. On dirait que le ministre Hamad ne comprend pas que quand on parle des personnes les plus affectées par la pauvreté, ce sont les prestataires à l'aide sociale. Si on veut réellement lutter contre la pauvreté, bien, il faut d'emblée augmenter les prestations d'aide sociale pour que tous et toutes aient un minimum suffisant pour l'ensemble des besoins et investir dans d'autres approches durables comme le logement social, par exemple. C'est clairement pas en forçant et en rendant l'accès conditionnel à l'aide sociale qu'on sort les gens de la pauvreté. Nous, on est ici aujourd'hui comme Coalition Objectif Dignité pour dénoncer le programme Objectif Emploi et le projet de loi 70, mais nous ne sommes pas seuls. On a eu dans les dernières semaines des appuis très importants. Les grandes centrales syndicales, que ce soit la SCSN, la FTQ, la FIC, la CSQ, même le SFPQ, qui représentent les agents et agentes d'aide sociale qui vont être obligés de mettre en place ces mesures-là, se sont clairement opposés au programme Objectif Emploi. De plus, notre déclaration contre le projet de loi 70 a recueilli plus de 200 appuis d'organismes communautaires de partout de la province qui travaillent dans différentes situations avec différentes populations, que ce soit des gens en situation d'itinérance, des personnes mal logées, que ce soit des femmes victimes de violences conjugales, des familles monoparentales, des sans-emploi, des personnes avec des problèmes de toxicomanie ou de dépendance de santé mentale. Tout le monde est d'accord pour dire que ça va être un affront clair, le projet de loi 70. On a aussi eu plus de 300 messages des citoyens et citoyennes qui ont été envoyés directement à la Commission et au ministre Hamad à travers les cartes du collectif pour un Québec sans pauvreté. Il nous semble que les seuls appuis que le ministre Hamad reçoit soient ceux des organisations patronales qui, de leur côté, semblent saliver à l'idée d'une main-d'œuvre bon marché et forcée. Et ça, même si clairement les emplois offerts vont être précaires, à salaire minimum, à temps partiel et à horaire atypique la majorité du temps. Ce midi, on va être plusieurs centaines de personnes dans la rue de Québec et devant l'Assemblée nationale, entre autres pour dénoncer le projet de loi 70 et clairement faire comprendre au ministre Hamad que couper dans l'aide sociale, pour nous, c'est inadmissible.
Avant de conclure la conférence de presse, je tiens à dire que les gens qui nous accompagnent en arrière ne sont pas là juste pour de la figuration. Ce sont des gens, des personnes en situation de pauvreté, des chercheurs dans les milieux universitaires, entre autres, des intervenants dans le milieu communautaire, des intervenantes, des gens qui se mobilisent contre cette réforme-là, qui vont manifester tout à l'heure, qui vont participer à la commission parlementaire, qui vont écrire des lettres aux ministres et un peu partout pour intervenir contre ce projet de loi-là. Dans le fond, pour conclure, j'aimerais revenir sur 3 éléments que les organisations vont soulever à la commission parlementaire. D'abord, que l'approche punitive, ça fonctionne pas. La science, ce qu'elle nous dit, c'est que cette approche-là, ça sort pas les gens de la pauvreté. L'expérience sur le terrain, ce qu'elle nous dit, c'est que la priorité numéro 1, c'est d'améliorer le revenu des personnes à cité sociale, qui est une condition préalable à toute démarche de retour en emploi. Les chartes, les pactes internationaux sur les droits humains nous disent qu'il ne faut pas faire ça. Notre propre gouvernement a abandonné cette approche, voilà quelques années, en 2005. Alors, M. Hamad, pourquoi s'acharner dans une voie qui est sans issue? Deuxièmement, l'approche punitive, ça risque de coûter plus cher que les économies qu'on veut faire. En ce moment, on estime que le poids de la pauvreté sur les finances publiques, ça représente peut-être de 5 à 6 milliards de coûts sociaux, à peu près 10 % du budget de l'État québécois. Couper le chèque des personnes à cité sociale de moitié, ce que le ministre a déjà dit, c'est jeter des gens dans la rue, dans les services sociaux, sinon carrément en prison. Donc, les économies prévues avec ce projet de loi-là vont disparaître bien vite. Écoutez, M. Hamad, êtes-vous conscient des coûts sociaux de votre approche? Troisièmement, il est impensable de faire des économies sur le dos des plus pauvres. On en a déjà parlé. Parce que les économies vont se faire directement sur le chèque des personnes à cité sociale, sinon carrément en excluant des gens du programme. Et on va se rappeler, ce sont des personnes qui ont déjà un revenu insuffisant pour couvrir leurs besoins de base, pour assurer leur santé. On est très loin d'un gouvernement qui annonçait qu'il ne voulait pas s'attaquer aux plus vulnérables. Alors, M. Hamad, vous n'avez pas honte de faire des économies sur le dos des plus pauvres? Non, cette réforme de l'aide sociale ne repose que sur des préjugés. Notre gouvernement cherche à régler un problème qui n'existe pas, ou je dirais plutôt qu'il va créer un problème supplémentaire. Le message qu'on fait à M. Hamad et à la commission parlementaire ce matin, à tous les parlementaires qui peuvent défendre cette idée de l'approche punitive, c'est que punir les personnes à cité sociale pour les forcer à retourner sur le marché du travail, ben, c'est non seulement inefficace, c'est tout simplement indigne de votre fonction. On va être plusieurs à le dire en commission parlementaire aujourd'hui. Il y a le collectif pour un Québec sans pauvreté qui passe dans quelques minutes en commission. Ils vont voir aussi le regroupement des auberges du cœur ce midi qui va parler des jeunes, entre autres. On a le Front commun des personnes à cité sociale qui va passer à 14 heures, ainsi que les centrales syndicales en fin d'après-midi. Alors, dernier message qu'on pourrait dire, M. Hamad, c'est encore temps de faire marche arrière. Merci beaucoup. Merci. Donc, on va passer à la période de questions. On prend les questions sur le sujet. Les élus seront disponibles pour répondre à toute autre question en dehors du point de presse. On a des invités, donc on va les recevoir comme il faut. Donc, micro de gauche, Simon Boivin, Le Soleil. Oui, bonjour. Je ne sais pas qui en particulier pourrait prendre la première. Peut-être monsieur en arrière avec le gilet bleu. Je m'excuse, je n'ai pas retenu votre nom. Oui. Le ministre Hamad dit qu'il cherche à briser un cercle qui se crée dans des familles où les jeunes grandissent dans un environnement où il y a de l'aide sociale et qui, dès qu'ils arrivent à l'âge de la majorité, vont aussi chercher leur chèque. Je comprends que vous dites que la méthode punitive ne fonctionne pas, mais sur le constat, est-ce que le ministre met le doigt sur une problématique qui existe effectivement, selon vous? En fait, il n'y a aucune étude qui démontre ça. Nous, ce qu'on voit plutôt sur le terrain, c'est que les jeunes, premièrement, c'est difficile d'avoir un emploi permanent. Donc, souvent, ils n'ont pas accès aux autres mesures de protection sociale comme le chômage. Souvent, sont issus, comme vous dites, de familles qui ont peu d'argent. Donc, les familles ne peuvent pas les soutenir. Et donc, ils n'ont pas le choix de se retourner vers un chèque d'aide sociale pour s'en sortir. Et l'autre chose aussi, c'est les jeunes, ce sont les personnes qui s'en sortent le mieux à l'aide sociale. C'est les personnes qui rebondissent le plus rapidement. Donc, pour nous, les approches volontaires, c'est vraiment des choses qui ont fonctionné par le passé, qui continuent à fonctionner parce qu'actuellement, le nombre de prestataires d'aide sociale a presque diminué de moitié depuis les 10 dernières années. Donc, pour nous, il y a des choses qui fonctionnent déjà, qui sont volontaires et qui pourraient continuer à fonctionner. D'ailleurs, il y avait le programme Alternative Jeunesse qui avait connu un certain succès que le ministre Hamad a décidé d'abolir pour le remplacer par le programme Objectif Emploi avec beaucoup moins de ressources que ce qui était prévu. Sauf erreur, le projet de loi 70 prévoit que cette coupe-là, cette approche punitive-là, dure pendant une période d'1 an et qu'ensuite, les gens peuvent réintégrer le programme normal. Est-ce que pendant cette période-là, est-ce que le ministre appelle une espèce d'électrochoc peut pas avoir son effet?
Mais en fait, c'est ça. C'est pour les personnes qui font une première demande d'aide sociale. Puis il faut comprendre que quand on se retrouve à l'aide sociale, on est fragilisé, on a eu des situations de vie difficiles. C'est peut-être pas le bon moment pour justement entreprendre des démarches intensives d'emploi. On a besoin de se reposer, d'avoir des ressources pour nous aider. Cet électrochoc-là se base sur un préjugé de manque de volonté des personnes, alors que c'est plutôt le contraire. Les personnes, quotidiennement, tentent de s'en sortir. Et donc, ça va plutôt, si les personnes sont déjà fragilisées et pas en posture pour faire ces démarches d'employabilité-là, elles vont se faire couper davantage leur chèque d'aide sociale et ça va encore plus les mettre en mauvaise posture pour occuper un emploi plus tard. Selon nous, c'est vraiment pas la bonne approche. J'aimerais ajouter quelque chose de très concret. Je lisais dernièrement qu'un jeune sur 2 ne termine pas son secondaire 5 en l'espace de 5 ans à la CSDM. 1 sur 2. Il y a fort à parier que l'autre 50 % a donc de la difficulté à terminer son secondaire, que ça lui prend plus de temps. Et oui, ça se peut qu'à 18 ans, ce jeune ou cette jeune se retrouve à l'aide sociale. Non seulement parce qu'il vient d'une famille pauvre, mais parce que l'école n'a pas réussi à lui donner les services nécessaires pour le garder et terminer à tout le moins un diplôme d'études secondaires ou un diplôme d'études professionnelles. Quand on discute d'aide sociale, il va falloir que le gouvernement parle aussi d'éducation, puis cesse de couper dans les services aux élèves en difficulté, que ce soit d'ailleurs dans les CPE, que ce soit au primaire, que ce soit au secondaire. Si on ne veut pas que des jeunes se rendent à 18 ans à l'aide sociale, occupons-nous-en avant. Mais ce gouvernement-là n'a pas l'air de très bien comprendre ça. À ce moment-là, quelles seraient les mesures que vous préconiseriez pour ramener le monde à l'emploi ou les amener justement à l'emploi? Parce qu'il y a des mesures coercitives. Le gouvernement pense que ça peut fonctionner. De votre côté, vous parlez de mesures volontaires, des exemples concrets. Bien, écoutez, au moment où on se parle, il y a des centres locaux qui se font fermer. Il y a des agents d'aide sociale qui tombent à retraite, qui ne sont pas remplacés. Si on veut vraiment aider les personnes à retourner sur le marché du travail, il faut effectivement investir en éducation, mais il faut faire en sorte aussi de protéger ce qui reste d'aide à l'emploi pour les personnes et de l'améliorer. Je le répète, un de mes collègues l'a dit tantôt, on a remplacé un programme par un autre en mettant moins d'argent. Ça fait des années et des années qu'on coupe dans les mesures d'aide à l'emploi, qu'on ferme des centres locaux d'emploi. Ça fait en sorte que les gens ont de la difficulté même à avoir un humain pour être capable. Je ne sais pas comment que le gouvernement va faire pour rencontrer 17 000 personnes avec ses plans d'intégration. C'est des choses qu'on nous a déjà promis. Ça n'arrive pas. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans le milieu communautaire. J'ai vu passer peut-être une douzaine de programmes de retour en emploi, d'employabilité, et à chaque fois, on fait le même constat. Les gens qui sont proches du marché du travail retournent sur le marché du travail. Les gens qui sont éloignés ont besoin d'un accompagnement de longue durée. Ce n'est pas des formations de 6 mois à 12 mois qui vont faire une différence. Je vais vous en donner un exemple très concret. J'ai travaillé avec des personnes, entre autres, qui étaient en éducation aux adultes, et des fois, ça peut prendre 2, 3, 4, 5 ans pour être capable de finir son alphabétisation, d'être capable de lire, d'être capable de compter. Et ces gens-là, à un moment donné, en s'impliquant dans des organismes communautaires, dans des entreprises d'économie sociale et dans toutes sortes d'organismes d'employabilité, ils finissent par se trouver un emploi, mais un emploi qui est peut-être un peu plus adapté à leurs besoins. Et peut-être qu'il faudrait remettre en question le marché du travail aussi. Peut-être qu'on devrait remettre en question la hauteur du salaire minimum, les normes minimales du travail, les agences de placement. On s'en va actuellement vers une grande discussion nationale, mais en privé, sur un troisième plan de lutte contre la pauvreté. M. Hamad pourrait mettre de côté son projet de loi 70, partir les discussions de façon publique, puis on va discuter de tout ce qui touche la question de la pauvreté. Puis là, on va pouvoir amener des solutions intéressantes. Parce que là, actuellement, tout ce qu'on fait, c'est qu'on se base sur, comme disait M. Turcotte, on prend des préjugés puis on fait des lois avec. C'est pas une approche qui va nous aider, collectivement. Écoutez, il a été dit, là, il y a des programmes qui existent. Alternative Jeunesse, qui fonctionnent bien, qui a des résultats. On le voit, le nombre de jeunes à l'aide sociale diminue. Le nombre de gens à l'aide sociale a diminué drastiquement dans les dernières années. Il y a un programme Passe Action qui fonctionne bien, que le gouvernement s'apprête à couper encore une fois. Il y a des choses qui fonctionnent bien, les résultats sont là. Il n'y a jamais eu aussi peu de gens à l'aide sociale qu'actuellement depuis 40 ans. Donc, moi, ce que je crois, ce que nous croyons, tout le monde ici, favorisons, incitons les bonnes mesures, les bonnes pratiques, les bons programmes
plutôt que de tenter d'essayer de mettre un plaster à une solution qui n'est pas la bonne. En ce moment, le projet de loi 70 veut punir les gens qui, malheureusement, vivent la pauvreté, subissent la pauvreté, plutôt que de les aider, les accompagner, faire le petit plus, aller un petit peu plus loin, faire en sorte qu'ils prennent le temps pour trouver un emploi décent pour eux. Parce qu'en ce moment, c'est ça qu'on parle dans le projet de loi, un emploi jugé acceptable, un emploi où, dans une chaîne de restauration rapide, la personne va le faire un mois, 2 mois, elle va quitter un nouvel échec, elle va recommencer encore un processus. Ça ne fonctionne pas comme ça. On l'a vu par le passé, le gouvernement libéral s'est attaqué aux plus jeunes avec les Carrefour Jeunesse Emploi. Il s'attaque encore aux plus jeunes avec la réforme d'aide sociale et c'est ce qu'on dénonce. En anglais, Madame David, qui parle anglais? Okay. It was mentioned that other workfare systems in other jurisdictions were a failure. Can you speak to why you said that and maybe give us an example? Well, there's different studies that were made on the workfare approach. I think both England, London, and the United States are great examples. What we've seen is really when there's a conditionality to offering welfare against forced measures, whether it be jobs or whether it be training. The people that are brought into those programs are not necessarily at that point in their life, so it's not necessarily effective. And what we're seeing is that there's really 2 main issues. First of all, we feel that it's a direct attack against human rights. The social welfare should be the minimum that folks obtain through the state to barely survive, because we were talking about it, it's only about 50% of the basic needs that are covered by the welfare check. And at the same time, so there's a direct attack against the notion of human rights and as a social protection. And at the same time, it's ineffective. So, and there's different demonstration. England had a welfare program that was put forward, and that really didn't get people back to work. What it did was brought people to part-time work, crazy schedules, night shifts, and mostly minimum wage work that was very volatile. So you would have people going back and forth through welfare and work, and it wasn't really enabling people to come out of poverty. My pleasure.